Ce soir, aux nouvelles nationales d'APTN. Ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Non. Si tu sors, tu ne peux plus rentrer. La violence contre les femmes autochtones augmente en raison de la COVID-19. C'est fermé, venez pas ici, restez chez vous. Les Mohawks de Kanessetake résistent contre le plan de déconfinement. La Sûreté du Québec enquête sur le meurtre d'un ado Cri à Val-d'Or. Quoi bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je vous présente cet épisode de mon domicile. L'Association des femmes autochtones du Canada a déclaré que la situation de la pandémie de la COVID-19 a fait augmenter considérablement la violence envers les femmes autochtones. Les travailleurs de première ligne sont préoccupés par les victimes, hommes et femmes, qui restent silencieuses dans l'isolement. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. La maison Mesnack est une des 11 maisons d'hébergement en lien avec la violence faite aux femmes autochtones au Québec. APTN était là il y a 10 ans quand il a ouvert ses portes pour la première fois. Pénélope Gay, directrice de la maison Mesnack, témoigne que malgré la baisse des demandes d'hébergement de femmes autochtones en situation de crise, le confinement obligatoire dans les communautés ont fait que les femmes autochtones ont moins de chances pour faire des appels à l'aide dus au surpeuplement. Gay compare la situation à une bombe à retardement. Le silence qui est là présentement, quand il y aura le déconfinement, on a peur aussi que là, tu sais, tout arrive en même temps, puis que là, les maisons, soient pleines. Pénélope Gay ajoute que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Tu sais, ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Non. Si tu sors, tu ne peux plus rentrer. Fait que, tu sais, les femmes prennent pas la chance parce qu'ils ont des enfants en général. Fait que ça fait qu'on a moins de demandes. Quoique moins apparente, la violence faite aux hommes est une forme moins visible et qui existe. On n'a pas une ressource d'hébergement en tant que telle. Ça fait longtemps qu'ici à Québec, j'en demande là, de l'aide parce qu'il n'y en a pas d'aide pour les hommes. C'est pas compliqué. Ici, c'est nulle aide. Puis les Autochtones non plus ne veulent pas aller non plus nécessairement dans le milieu non autochtone. C'est ce que Bradley Jacob essaie de combler avec le regroupement des hommes autochtones du Québec qu'il tente de mettre sur pied. Il nous parle de la violence conjugale envers les hommes où les ressources sont centralisées pour les femmes. Il n'y a pas de fonds pour aider les hommes à s'en sortir. Le seul moyen qu'ils peuvent s'en sortir, c'est lorsqu'ils vont se déclarer coupables devant un juge de paix. Pour Jacob, la violence faite aux hommes existe bel et bien, mais c'est un sujet souvent très tabou. Par conséquent, il est difficile de savoir exactement quel pourcentage d'hommes sont des victimes de violences conjugales. Jacob recueille des témoignages via des conférences qu'il donne. Souvent, les hommes vont être victimes de violences conjugales pour menaces, mettons, pour côté financier. Si tu ne me rapportes pas de l'argent, je vais demander le divorce. Et la majorité du temps, quand il s'agit des affaires de même, le couple va faire embarquer les enfants, vont faire subir ça aux enfants en général. Et l'homme en question, oui, va subir la maltraitance physique, psychologique et émotionnelle. Madame Gay espère qu'une fois la pandémie passée, plus d'initiatives pourront être créées. Si on aurait une deuxième étape pour les femmes, qu'on puisse transférer pour moins 3-4 ans de plus, pour travailler encore plus. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. En ce qui concerne la COVID-19, les communautés Mohawks de Kanessetake au Québec a un bilan de santé parfait, alors qu'aucun cas n'a été signalé. Mais à mesure que la province procède à un déconfinement graduel, l'appel de Kanessetake à maintenir les points de contrôle ne font pas l'unanimité chez ses voisins. Un reportage de Lindsay Richardson. Ce n'est pas la première fois que les Mohawks de Kanessetake établissent des points de contrôle sur la principale artère de la communauté. Mais contrairement au barrage en appui au Wet'suwet'en ou à d'autres manifestations,
Cette fois-ci, ce n'a rien de politique. Je lui ai assuré que nos revendications sont mises de côté pour le moment et on va tout simplement recommencer nos arguments quand cette situation-là aurait pris fin. Alors, pour le moment, c'est une question de santé. Il n'y a aucun cas de COVID-19 à Kanesatake, même si le virus gagne du terrain dans les villes avoisinantes. Le grand chef, Serge Simon, affirme que le fait de renforcer les frontières assure la sécurité de la population. Nos points de dissuasion les ont virés de bord. On dit retournez chez vous, c'est fermé, venez pas ici, restez chez vous. Alors, on a eu beaucoup de coopération à ce point-là. Mais avec la saison touristique qui approche et la province qui souhaite un déconfinement, Pascal Quevillon, le maire d'Oka, a demandé à l'équipe d'intervention en cas d'urgence de se retirer pour céder sa place à la police provinciale. Simon dit que la SQ n'exercera pas un contrôle suffisant. Kanesatake a fait rebrousser chemin à des milliers de voitures depuis le début de la pandémie. Le maire n'a pas voulu entendre quoi que ce soit. Il a continué à essayer de nous faire de la pression, des menaces. Lundi, le conseil a reçu un avis de cessation et d'abstention, signé par Quevillon, qui brandit la menace d'une action en justice. Selon le document, les inconvénients et les détours imposés aux résidents d'Oka sont inacceptables et intolérables. Mais Simon dit qu'il ne bougera pas. Bonjour, Aucoise, Aucois. Quevillon s'est donc tourné vers Facebook mercredi pour dénoncer le fait que les points de contrôle créent des emplois libres d'impôts à Kanesatake. La seule chose qui explique qu'il n'y a aucun cas, dit-il, c'est qu'aucun test n'a été effectué. De dire que leur façon de faire fonctionne parce qu'ils ont 0 cas sur leur territoire, là, c'est totalement faux. Ce n'est pas réel, malheureusement. Simon affirme que personne n'a été testé parce que personne n'a développé des symptômes. Pendant ce temps, l'équipe d'intervention ne bouge pas. Protéger les aînés et les gardiens de la langue demeure la priorité. Pour nous, c'est une question historique aussi. On a survécu, on est encore ici. Alors, il n'y a pas un gouvernement qui va nous convaincre que qu'est-ce qu'on fait, que c'est pas bon. On fait ça pour les bonnes raisons. Ayant déjà survécu à plusieurs épidémies, le grand chef dit que Kanesatake tiendra son bout jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin contre la COVID-19. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, territoire Mohawk de Kanesatake. Pour de plus amples informations en rapport avec le coronavirus nommé COVID-19, composez le 1-877-644-4545. 2 hommes ont été accusés en lien avec la mort d'un jeune cri de 19 ans à Val-d'Or. Le corps de Nathan Wapashi Oak a été retrouvé dans une benne à ordures le 8 mai au centre-ville. Le service de police a porté des accusations de meurtre au premier degré contre Jason Gagnon de Val-d'Or et de Jonathan Miranda de la Première Nation de Long Point. Les 2 hommes comparaîtront au tribunal de Val-d'Or plus tard cette semaine. Après la pause, un aîné autochtone de la Colombie-Britannique revient aux pandémies du passé. Restez avec nous. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Au moment où tous les pays continuent de faire face à la COVID-19, les aînés racontent des histoires sur les pandémies du passé. Tamara Pimentel s'est rendue dans une communauté qui a été durement touchée par la grippe espagnole il y a 102 ans. Dans les moments comme ceux-ci, l'aîné Sam Ako prend son tambour et entonne cette chanson de guérison. I've been singing this song the last couple weeks. This terrible sickness that hit our people all over around the world. Sam Ako vit en confinement dans la Première Nation de Doig River, située au nord-est de la Colombie-Britannique. Les rassemblements traditionnels ont été annulés. Ici, nous avons un cas confirmé de COVID et la collectivité est en attente des résultats d'autres tests de dépistage. Lorsque la nouvelle est tombée, la peur a envahi Doig River.
la peur que les événements survenus il y a 100 ans ne se répètent. Les habitants de Doeg River font partie de la tribu Dainza, ou Indiens Castor. En 1918, la grippe espagnole a durement frappé la tribu, tuant 85% de sa population. Ces lieux de sépulture collective sont dispersés dans tout le territoire au nord de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Certains parlent des Indiens castors comme un peuple du passé, mais ceux-ci vivent encore dans cette région. Ils n'ont pas oublié les histoires qui leur ont été transmises. When the Spanish flu hit this area, it wiped out a lot of people. People talk about in the future, the people will turn this soil upside down. That's when the nature will attack. So I believe the nature is attacking us today. My dad survived through there. Billy Attaché raconte encore des histoires de son père et de la façon dont il a survécu à la pandémie en vivant des produits de la terre. Il dit qu'on peut en tirer une leçon dans le cadre de la pandémie d'aujourd'hui. Stay home, stay in the house, don't go nowhere. Stay in the bush, keep going. And that's enough. Don't come back. You'll be safer in the bush than stay in the house. Près de 4000 Autochtones ont succombé à la grippe espagnole à l'échelle du pays. Dans la nation des Cris de Cumberland House, au nord de la Saskatchewan, l'aînée Marie-Louise McKenzie affirme que les personnes qui sont restées dans les collectivités n'ont pas souvent survécu. I used to hear my dad talk about it, and he said he used to go out cutting wood for them, and he said sometimes I'd find them all dead. Selon M. Acko, il est important que ces collectivités très unies prennent la pandémie du COVID-19 au sérieux. I think that's the only way to survive is keep your distance. I hope it don't last forever, but like right now, I would like to walk up to people and shake people's hand. You can't do that anymore. So how would anybody feel if you are not careful? And then you catch it and then give it to your loved one, and then your loved one end up dying, how would you feel? M. Acko déclare que la communauté de Doeg River tiendra de nouveau ses cérémonies lorsque les restrictions de distanciation physique seront levées. Les aînés de Doeg River recommenceront aussi à transmettre les histoires et des chansons pour aider les nouvelles générations à traverser les moments difficiles. After we're gone, who's going to sing it for people and who's going to tell the stories? So it's very important to pass it on to next generations. In the past, many years ago, people saying there'll be sickness that will come. It won't have no cure. It's here today. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'OPTN, Première Nation de Doeg River, Colombie-Britannique. Le jeu est plus grand que la somme de tous les joueurs individuels. Le jeu de main d'aînés existe depuis fort longtemps et permet de tisser un lien spirituel avec la communauté et le tambour. Avant le début de la pandémie, notre collègue Charlotte Moritz-Jacobs a conduit sur la route de glace menant à Wati pour s'imprégner des images et des sons à l'occasion d'un des plus grands tournois du territoire. Voici son reportage. C'est un jeu hypnotique pour l'observateur et pour lequel les joueurs doivent adopter un certain style. La communauté Wati des territoires de Nord-Est double de volume et passe de 500 à 1000 à l'occasion de ce tournoi de jeu de main d'une durée de 3 jours. Alphonse Nitziza avait 10 ans lorsqu'il a commencé à jouer. It's pretty much a guessing game, so, but you get good at it once there's some expression that on people's face that you can tell. Pendant que les joueurs devinent dans quelle main les membres de l'équipe adverse cachent un bâton, ces derniers font de gestes animés afin de duper les devineurs, au rythme des battements de tambour. Les enjeux sont élevés. Un prix de 100 000 $ est remis à l'équipe gagnante. Mais ce sont les règles fondées sur le protocole spirituel qui sont à la base du jeu.
The really important about the hand game is that we, continue to keep the friendship and shake hands and meet old friends again, and then strengthen the unity among the nation. Comme peu de jeunes étaient inscrits dans les années 1990, la nation Teachow a déployé des efforts pour donner un nouveau souffle aux Jeux. Tony Rabaska, qui a contribué à enseigner l'histoire des Jeux, affirme que depuis 2005, des centaines de Dénés voyagent aussi loin qu'en Colombie-Britannique et en Alberta en vue de participer à ces tournois. The cultural values and beliefs, we need to start bringing that back because there's a story behind the traditional game and there's also a protocol and traditional law of the game. And sometimes we don't see that as important, but it has a significance with the traditional game that we take. Il y a un aspect négatif. Des drogues et de l'alcool sont plus susceptibles d'être introduits dans la communauté sans alcool. La veille du tournoi, la GRC a saisi du crack et a accusé une personne locale de possession avec intention d'en faire le trafic. About the game of a hand game, traditional game, people respect that. And people will not come in the building under influence. Et la communauté se prépare à être exposée à l'influence extérieure. Wati, qui n'est accessible par l'intermédiaire d'une route de glace que pendant quelques semaines par année, aura une route permanente dont l'achèvement est prévu en novembre 2021. En plus de réduire le coût de la vie, cela se traduira par plus de jeux de main. You feel uplifted because the beating of the drum just kind of lifts you. Un reportage de Charlotte Moore Jacobs, Nouvelle nationale d'APTN, Wati, territoire de Nord-Ouest. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Takralik Partridge, qui est nouvellement nominé pour diriger le labo nordique de la Galerie SA. Soyez là. Takralik Partridge est une artiste commissaire inuit originaire de Kuujjuaq et est nouvellement nominée pour la direction du labo nordique de la Galerie SA. Nous l'avons rejointe en Norvège. Dans le cadre de ses fonctions, elle partage son temps entre le Canada et Kautokeino dans la région Sápmi. Oui, merci d'être avec nous. Et je vous félicite pour votre nomination. Merci beaucoup. Tout d'abord, qu'est-ce que le laboratoire nordique et quel sera votre rôle? Je suis directrice du labo nordique. C'est un centre dirigé par des artistes depuis 1973. Et le concept du labo nordique, c'est de faire des collaborations avec des artistes circumpolaires. Ça veut dire des artistes en Arctique autour du monde, surtout des artistes autochtones et aussi des collaborations entre autochtones et non autochtones. Alors, pour moi, ça veut dire des artistes qui travaillent dans leur communauté. Moi, maintenant, je suis en Sápmi, ça veut dire c'est la terre des Samis, mais ça veut dire aussi des Inuits et aussi des Autochtones qui habitent proche du Nord, comme vous, et aussi de travailler avec la communauté autochtone et artistique autour de Ottawa. Décrivez-nous un peu les arts et lettres de l'Arctique, puis en quoi c'est important de le diffuser? Pour moi, je vois que les artistes autochtones du Nord, comme les artistes autochtones de n'importe où, travaillent beaucoup avec leur communauté, travaillent à propos des issues qui sont très importants pour la terre, pour la santé des peuples, contre le racisme, des issues qui
rassemble des gens. C'est quoi les arts et lettres de la circonférence de toute la planète, là, dans le fond, là, ça s'enligne vers quoi, les arts? Pour le moment, je suis à SAPMI, c'est à cause de la situation COVID-19 et l'interdiction de voyager. Mais comme je suis dans le Grand Nord et j'ai vécu mon enfance dans le Grand Nord du Canada et du Québec, je trouve que la culture, le feeling est presque la même chose que dans une communauté autochtone au Canada. On a la mise en valeur de la culture matérielle, des choses faites à la main, des choses faites avec des affaires qu'on trouve dehors, dans la nature. On parle des mêmes situations comme les Autochtones qui ont peur que la terre va être dommagée par des mines ou des barrages. Il y a aussi une célébration de la famille, de la grande famille. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, plus que des choses qui sont différentes. Parlons maintenant des propriétés intellectuelles. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question? Oui, beaucoup. Je pense à ça très souvent. Je sais que, vu que il y a un intérêt envers des arts autochtones, des artistes autochtones et des créations autochtones, il y a du monde qui voit ça comme une opportunité de faire de l'argent, même s'ils ne sont pas des autochtones. Et ça, c'est une question qui affecte beaucoup d'artistes parce que ça dépasse la valeur du travail, des œuvres que font des Autochtones, des artistes autochtones. Je pense que l'important, c'est que c'est les Autochtones, les artistes autochtones qui prennent le lead. C'est quoi votre plan pour l'année, étant donné qu'on est en période de pandémie pour la diffusion? C'est quoi les défis? Je vois que c'est important de soutenir des artistes à faire des travaux qu'ils ont besoin de faire, à les donner un peu d'argent pour aller faire ce qu'ils veulent faire chez eux, sans pression, avec la possibilité de les diffuser après et peut-être diffuser des images, des work in progress. Je veux que, vu que j'ai un petit budget pour commencer, grâce à Joy Arcand qui était interim, qui était dans la poste avant, j'essaie de travailler avec des artistes individuels sur des projets que eux ils ont choisis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'accord, mais... C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.